Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo portera sur les analyses de résultats du premier trimestre pour l'action Virbac, puisqu'elle a publié ses résultats jeudi 16 avril après bourse. Et donc on va voir si ce sont de bons résultats et si ça offre un bon point d'entrée. Donc on fera une analyse puis une valorisation de l'action Virbac. Voilà, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commencé à faire des vidéos en début d'année 2026. Donc vous pouvez voir ma stratégie et puis vous pouvez connaître mes différentes positions si vous allez voir ma vidéo sur mon portefeuille boursier au mois de mars 2026 où vous verrez les différentes variations et mes positions. Voilà, donc elle s'affichera à l'écran. Et voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer à l'analyse des résultats Virbac. Alors pourquoi Virbac? Parce que du coup, je suis actionnaire de l'entreprise. Et donc, ceci n'est pas un conseil en investissement. Les investissements comportent des risques de perte en capital. Et ici, ce sont des informations qui sont présentées à but uniquement pédagogique. Donc le chiffre d'affaires du premier trimestre en 2026 atteint 384 millions d'euros et donc il a plus 7,7 à taux de change et périmètre constant par rapport au T1,25. Donc c'est vraiment une belle croissance de Virbac à taux de change et périmètre constant puisque comme on le verra par la suite, son objectif à l'année 26 est de faire une croissance à taux de change et périmètre constant entre 5,5% et 7,5%. Donc ici, on est légèrement au-dessus de la fourchette haute. Donc ceci, c'est une très belle publication. Et plus 2,2 à taux réel, donc impacté par des effets de change significativement défavorables. Oui, parce qu'en fait, Virbac a euh, est implanté aux États-Unis, et donc facture énormément en dollars américains. Et comme l'euro s'est apprécié fortement par rapport au dollar en ce début d'année 2026, et bien lorsque Virbac rapatrie ses dollars en euros, et bien ça lui fait moins d'euros. Donc elle est impactée parce que l'euro est devenu fort. Donc voilà, donc ça fait une croissance seulement à plus 2,2 à taux réel. Bon, en tant qu'analyste, ici on préfère regarder à taux de change et périmètre constant pour voir vraiment si le business model est toujours en croissance. Et finalement, à taux réel, oui, ça va l'impacter, mais c'est pas finalement de sa, elle peut rien y faire finalement au taux de change. Donc c'est pas de sa gouvernance. Voilà. Donc ce que nous dit Verbac aussi, c'est que croissance équilibrée des deux segments. Donc parce qu'elle a deux segments, donc les animaux de compagnie qui font plus 9,9% et les animaux de production, donc plus 8,4%. Production, c'est les vaches, les bœufs, voilà, donc tous les animaux d'élevage. Et les animaux de compagnie, donc c'est les chiens et les chats. Et donc il y a une forte contribution de nos placements supercharge, hors tir aux normes, qui ont progressé énormément, plus 15% à taux de change constant. Donc les plateformes supercharge, en fait, je vous l'ai mis en petit astérix un peu plus bas. Donc ça constitue les principaux moteurs de la croissance pour Virbac, ciblant des domaines à fort besoin non satisfaits. À travers ces plateformes, nous proposons donc des produits et des expériences euh, de qualité supérieure dans des portefeuilles clés. Donc pet food, reproduction, dentaire, mobilité, otologie, endocrinologie et ruminant. Et donc là, Virbac connaît une très belle croissance, donc avec plus 15%, donc c'est vraiment très élevé dans ce domaine-là où finalement il y a un très gros besoin, mais que du coup l'offre ne satisfait pas complètement. Et donc il y a un solide effet volume mix produit, donc plus 6%, donc complété par une hausse des prix d'environ 2%. Donc ici, euh, Virbac a fait une hausse des prix de 2%, et donc le reste, c'est une hausse des volumes, donc c'est une très belle croissance. Ici, c'est ce qu'on aime bien, c'est qu'il y ait à la fois une hausse des volumes, enfin une hausse des prix, et que les volumes augmentent également. Donc là, c'est vraiment parfait. Et donc le directeur général, Paul Martingel, donc il nous dit donc notre excellent début d'année souligne la force compétitive de notre modèle, porté par une performance très équilibrée sur nos segments d'animaux de compagnie et animaux de production. Nos plateformes prioritaires Supercharge progressent nettement plus vite, affichant une croissance d'environ 15% en ligne avec notre stratégie Growing Together, récemment présentée. Notre dynamique en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans la zone IMEA a été renforcée par l'intégration réussie de Tyronorm, qu'ils avaient fait l'année dernière, consolidant ainsi notre leadership croissant en endocrinologie, donc c'est dans leur plateforme Supercharge, donc ou des domaines à fort besoin.
tout en gérant activement les pressions concurrentielles dans le Pacifique et en naviguant à travers d'importantes incertitudes mondiales, ainsi que des effets de change défavorables. Notre suite de performance du premier trimestre nous conforte dans notre capacité à atteindre nos perspectives ambitieuses pour 2026. Donc le directeur général se montre confiant pour l'année. Donc si on regarde maintenant par zone géographique, euh, on voit que cette performance du premier trimestre est principalement tirée par l'Amérique du Nord, qui fait plus 20,7% à taux de change et périmètre constant, suivi d'une solide expansion dans la région internationale, plus 9,1%, et puis on a un plus 2% en Europe. Donc ici on regardera donc que à taux de change enfin, à taux de change et périmètre constant, parce que finalement à taux de change réel, on voit que l'Amérique du Nord et l'international et également l'Europe sont bien pénalisés. Donc ici on préfère regarder à taux de change et périmètre constant. Donc l'Europe, ce qu'on nous dit, c'est que donc à plus 2% à périmètre et taux de change constant, donc c'est la croissance la plus faible entre les trois segments géographiques. Donc la croissance du premier trimestre était principalement tirée par le segment des animaux de compagnie, soutenu par de fortes ventes en pet food, en otologie et en dermatologie. Notre gamme d'endocrinologie a affiché une croissance exceptionnelle suite à l'acquisition de Tyronorm. La performance globale a été solide dans toutes les zones géographiques en Europe, à l'exception d'un démarrage plus modéré en France/Benelux, en raison principalement des ruptures temporaires de stock sur certains produits destinés aux animaux de production. Donc si, en soi, on nous dit que ce plus 2% est à modérer, puisque ils ont eu un problème en France et au Benelux sur des ruptures de stock. Donc en soi, c'est un problème temporaire, c'est pas un problème structurel. Donc ici, rien d'alarmant sur cette croissance faible sur l'Europe. Ensuite, Amérique du Nord, plus 20% à taux de change et périmètre constant, donc très très bien. Donc la croissance du premier trimestre a été tirée par la dynamique continue de nos plateformes supercharge, ainsi que par la forte montée en puissance de l'acquisition de Tyronorm. On voit que cette acquisition fait vraiment du bien à Virbac et qu'elle a été bien intégrée. Cette performance a été partiellement compensée par le recul du segment animaux de production en raison de ruptures de stock causées par des difficultés chez nos sous-traitants. De plus, le chiffre d'affaires de notre segment autre activité a reculé en raison d'une mise à jour réglementaire obligatoire qui empêche temporairement la libération d'un produit dans le cadre de l'un de nos contrats de fabrication à façon. Retraité des mouvements de stock au niveau distributeur, la croissance organique sous-jacente s'établit dans le haut de la fourchette pour le trimestre. Donc on voit ici que ils ont eu quelques problèmes, mais que ça n'a pas empêché à Virpac de connaître une très très belle croissance. Et enfin international, donc plus 9,1%, très solide croissance de 9,1%, principalement tirée par une croissance à deux chiffres dans la zone IMEA et en Amérique latine. Donc là, ça doit être Moyen-Orient et Asie, donc, et en Amérique latine, avec une progression importante des segments animaux de production et nutrition. À cela s'ajoute une croissance solide en Asie de l'Est, avec une performance au Japon, croissance à un chiffre dans la fourchette haute, donc ça va être entre 8 et 9%, particulièrement sur les ruminants. La croissance a été partiellement compensée par un recul dans le Pacifique en raison de nouvelles pressions concurrentielles en Australie. Donc baisse à deux chiffres. Voilà, donc là, ils connaissent une intensité concurrentielle plus élevée en Australie. Donc là, ils ont fait une croissance négative de deux chiffres, donc c'est assez conséquent sur l'Australie. Donc notamment sur les vaccins et les antiparasitaires, en partie atténuée par une performance remarquable en Nouvelle-Zélande sur les vaccins et les antibiotiques. Voilà, donc en Océanie, ça a dû être un petit peu plus compliqué pour Virbac, mais au global, sur les trois segments internationaux, enfin entre les trois zones géographiques, ils connaissent une belle croissance et les perspectives sont plutôt bonnes. Voilà, donc les perspectives 2026 sont inchangées. Donc ça comprend donc une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 5,5 et 7,5. Donc si on est à 7,7, donc c'est mieux que la perspective pour l'instant. Un ratio de résultat personnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisition. Donc un EBIT ajusté sur chiffre d'affaires autour de 17%, très bien. Et notre génération de trésorerie devrait s'établir à plus 80 millions, incluant des dépenses d'investissement CAPEX prévues aux alentours de 125 millions d'euros. Et ce qu'ils nous disent également, c'est que conformément à nos normes de reporting, l'acquisition de Tyronorm est incluse dans le périmètre organique, périmètre constant, en raison de son niveau de matérialité. Donc voilà, et donc dans le taux et le périmètre, enfin le PCC, donc périmètre et taux de change constant, ils incluent Tyronorm. Donc c'est pour ça aussi que ça gonfle un petit peu, entre guillemets, les- 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 la croissance, puisque du coup ils l'ont inclus, voilà. Ils l'ont pas exclu du périmètre hors périmètre.
Donc par conséquent, les perspectives fournies tiennent compte de la contribution de Turnorm tant au niveau du chiffre d'affaires, donc plus 1% de croissance. Donc s'il l'avait exclu du périmètre et taux de change constant, on n'aurait pas été à 7,7 mais plutôt à 6,7, mais ce qui reste quand même dans le haut de la fourchette. Et le résultat opérationnel, donc là il nous le donne pas, il nous donne juste le communiqué de chiffre d'affaires, mais c'est à plus 0,5 attendu en termes d'EBIT ajusté. Et ils nous disent également qu'à la lumière de l'évolution de la situation géopolitique au Moyen-Orient, Virbac reste mobilisé pour évaluer et gérer efficacement son exposition opérationnelle et financière. Le chiffre annuel total réalisé dans le pays directement à risque représente moins de 0,5% de notre chiffre d'affaires global. Donc si on voit que Virbac n'est pas impacté, enfin est impacté très faiblement à cause du conflit Israël-Iran. Euh, et donc ici, ils nous disent qu'ils suivent de près les tendances inflationnistes et n'anticipent pas à ce stade d'impact significatif qui nécessiterait une révision de nos perspectives car nous restons confiants dans notre capacité à absorber ces pressions grâce à une gestion proactive. Et donc ils nous disent également qu'à ce jour, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement restent limitées et gérables dans le cadre de nos politiques de stock actuelles. Donc ici, pour Virbac, le conflit en Iran n'est euh, pour l'instant pas du tout un problème et donc ça ne change absolument pas la perspective de 2026. Donc c'est résilient face à ce conflit, donc très bien. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que Virbac fait un très bon premier trimestre 2026 et qui permet de confirmer les perspectives 2026. Donc en termes de valorisation, on va faire un petit point rapide sur la valorisation de Virbac. Donc le cours actuel, donc en clôture fin jeudi 16 avril, après clôture, il est de 356 euros. Donc le PE actuel, il est de 20,80 vs une moyenne à 50,21. Donc ici j'ai mis trois scénarios, 18, 20, 22. Voilà, neutre 20 c'est très bien pour ce type d'entreprise, donc j'ai mis deux en dessous et deux au-dessus. 22 ça serait légèrement au-dessus de sa moyenne et 18 serait un petit peu en dessous de sa moyenne historique. En termes de croissance estimée du BNA pour être 5% de l'année, j'ai mis 6, 7, 8. Donc ça correspond un petit peu à sa fourchette qu'elle a donnée en termes de chiffre d'affaires entre 5,5 et 7,5. Et je l'ai arrondi au supérieur, donc 6, 7, 8. Et ça correspond également à peu près au taux de croissance annualisé du business net par action qui est de 8,5. Et le chiffre d'affaires sur 10 ans qui est de 6. Donc j'ai mis entre 6 et 8 pour rester quand même conservateur mais réaliste. Donc le bénéfice net par action en 2025 il s'élève à 18 euros. Et donc, si on fait une croissance de 6% sur les 5 prochaines années dans le scénario pessimiste, on arrive à 24 euros. On multiplie par 18, ça fait 434 euros l'action dans 5 ans, donc en 2030, ce qui fait 4,4% par an de rendement. Donc, si ce sont que des scénarios en soi, je ne sais pas du tout à combien sera l'action dans 5 ans. C'est juste pour faire des hypothèses et pour se permettre de se projeter en termes de valorisation, c'est plus simple à voir. Ensuite, pour le scénario neutre, avec une croissance estimée de 7%, ça ferait 25,25 euros le BNA dans 5 ans. On multiplie par 20, ça fait 505 euros l'action dans 5 ans. Donc moi, je trouve que ce scénario est vraiment très probable. Ce serait un PER actuel et identique à sa moyenne, avec une croissance de 7%. Donc c'est vraiment sa moyenne historique sur 10 ans. Euh, donc ça ferait 505 euros l'action, donc 8,4% par an par rapport au cours actuel. Et enfin 22, donc il y aura un léger re-rating puisqu'on serait en haut de sa fourchette avec 8%. Donc ça ferait 26,45 de BNA en 2030. On multiplie par 22, ça fait 582 euros l'action, soit 12,7% par an. Donc ici qu'on voit que l'airbag c'est vraiment c'est pas une action qui va faire x2 du jour au lendemain. Donc c'est une valeur fonds de portefeuille de croissance modérée, mais en mid-cap qui croît bien, qui est résiliente et qui est parmi l'un des plus gros acteurs du marché. Donc elle est 7e mondiale et elle est vraiment internationalisée. Donc vraiment c'est une belle petite mid-cap. Et donc ici, si on joue le scénario pessimiste, c'est pas forcément intéressant ça peut pas constituer un point d'entrée intéressant au cours actuel. Par contre, pour un scénario neutre ou optimiste, ça peut être intéressant de se l'acheter au cours actuel, même si en soi, ici je trouve qu'elle est correctement valorisée, elle n'est pas sous-évaluée ni surévaluée. Donc conclusion, ce terrain, comme j'ai dit, 384 millions, progression de 7,7 à taux de change et périmètre constant, donc très bien. Performance exceptionnelle des plateformes supercharge, donc plus 15%, et succès de l'intégration de Tyronorm en endocrinologie, donc très bien.
Il y a un très bon équilibre des segments entre animaux de compagnie à plus 9,9 et les animaux de production à plus 8,4. Les perspectives 2026 sont confirmées. Et enfin, en termes de valorisation, donc avec un scénario neutre, donc une croissance du BNA de 7% à paire de 20, l'objectif à 5 ans se situe à 505 euros, rendement estimé de 8,4, donc ça peut être attractif si on joue le scénario neutre, mais on peut peut-être demander une petite décote d'environ 10%, peut-être à 330, c'est un peu plus intéressant de rentrer. Pour l'instant, moi je trouve qu'elle est correctement évaluée. Et enfin, malgré les incertitudes géopolitiques, l'expression de Virbac aux zones à risque reste marginale, puisque moins de 0,5% du chiffre d'affaires, ce qui renforce le profil défensif de la valeur. Donc ici, moi Virbac, j'ai qu'une action avec un PRU de 310 euros. Je conserve, donc ça reste une toute petite ligne dans mon portefeuille PEA. Pour l'instant, ma thèse d'investissement n'a pas changé. Elle est correctement évaluée, donc je reste à conserver. Je ne renforce pas et je ne vends pas pour l'instant. Elle suit son cours, tout va bien. Donc voilà, donc à conserver et voir pour la suite pour le T2 2026. Voilà, je vous remercie pour avoir suivi jusque-là. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je pourrais faire d'autres analyses du premier trimestre 2026, puisqu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont publié, donc Equasens, notamment que j'ai en portefeuille, Edenred, LVMH avait déjà publié, il y a Pernod Ricard qui a également publié, donc je voulais que je fasse une petite mise à jour sur Pernod Ricard, par exemple. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos si vous voulez en savoir plus sur mes analyses. Ouais, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.